Chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission. En effet, alors qu'il y a des tensions au sein de la région de l'Asie de l'Ouest, les génocides perpétrés par le régime sioniste contre le peuple palestinien, cette fois-ci, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a évoqué le projet, l'idée du projet du Grand Israël. Un projet expansionniste, en effet dangereux pour la sécurité et la stabilité de la région, selon les analystes. C'est le sujet que nous allons évoquer avec nos invités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme le veut le format du débat, regardons et écoutons un reportage et on revient tout de suite après. Une coalition de pays islamiques condamne fermement les propos du Premier ministre israélien sur le Grand Israël. Une coalition composée de 31 pays islamiques ainsi que des représentants de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique et du Conseil de coopération du Golfe Persique a vivement condamné les récents propos du Premier ministre israélien concernant ce qu'il appelle le Grand Israël. Cette coalition a mis en garde que les déclarations de Benjamin Netanyahou constituent une menace pour leur sécurité nationale, leur souveraineté, ainsi que pour la stabilité régionale. Elle a également dénoncé ces propos comme une violation flagrante du droit international. Les responsables israéliens emploient le terme Grand Israël pour désigner une zone s'étendant de certaines parties d'Égypte jusqu'à des portions de la Jordanie et de la Syrie. Par ailleurs, la coalition a dénoncé ce qu'elle qualifie d'attaque manifeste par Israël du droit des Palestiniens à un État indépendant à travers ses nouveaux projets de colonies en Cisjordanie. Voilà, de retour au plateau, je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Jean-Michel Vernochet, analyste des questions internationales, spécialiste des questions internationales. Et également Bernard Cornu, géopolitologue. Je vous dis bonjour messieurs, merci d'être avec nous pour cette émission. Alors en ce qui concerne, Monsieur Vernochet, on commence avec vous si vous voulez bien. En ce qui concerne ce projet expansionniste d'Israël, d'avoir un grand Israël, un projet qui semble être une nouvelle forme de colonialisme, un projet qui semble aggraver les tensions dans la région, notamment en Asie de l'Ouest. Il existe déjà beaucoup de tensions, les génocides alors perpétrés contre les Palestiniens, mais également le risque d'une nouvelle provocation contre l'Iran également. Donc on aimerait avoir votre point de vue, Monsieur Vernochet, sur ce projet présenté, cette idée présentée par Netanyahou. Eh bien, écoutez, rien de nouveau sous le soleil, surtout sous le soleil de Satan. Le projet du Grand Israël est là depuis longtemps. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'il est ouvertement exposé, revendiqué et projeté. Je pense qu'il y a une part de provocation, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est plutôt la communauté des États occidentaux ou occidentalistes ou euro-atlantistes, prenez la terminologie que vous voulez. Encore une fois, rien de nouveau, mais il semble, la première réflexion qui vient à l'esprit, c'est qu'il me semble que rien ne doit arrêter ces gens-là qui aujourd'hui non seulement ont un mandat divin, enfin disent-ils, ils le revendiquent-ils, mais ont apparemment un feu vert de la part des États-Unis, ce qui semble extravagant, mais beaucoup murmurent, il y a des rumeurs insistantes disant qu'Israël aurait les moyens de faire chanter le président Trump. C'est pas tout à fait sûr, loin de là, mais l'important c'est qu'on en diffuse la rumeur. En tout cas, M. Trump est très occupé avec l'Ukraine et détourne les yeux pour l'instant de la Riviera qu'il compte installer à Gaza.
Mhm. Merci pour vos explications, Monsieur Vernochet. Restez en ligne. On va entendre également Bernard Cornu sur ce sujet, sur ce projet. À votre avis, jusqu'où pourrait-il aller Netanyahou avec, comme le dit Monsieur Vernochet, le soutien peut-être de Donald Trump dans ce projet? Oui, d'une part, ce n'est pas nouveau, d'autre part, c'est complètement fantasmagorique, ce n'est basé sur aucun fait historique. Du temps des quelques siècles de Babylone et d'avant, il n'y avait pas de cartographie précise. La première carte que je connaisse est une carte en mosaïque qui est à Madabar en Jordanie. C'est une carte de la ville de Jérusalem avec effectivement quelques dessins de rues, de remparts, mais il n'y avait pas de carte. Donc tout ce qui est fondé sur la Bible n'est que un mélange de récits déformés, de légendes, d'inventions, et ne peut en aucun cas constituer une base historique de légitimation d'une expansion territoriale. Et d'ailleurs, l'ancien président Ahmadinejad avait dit un jour à quelqu'un, nous étions aussi sur l'Inde en tant qu'empire persan, pourquoi mais nous ne revendiquons pas la possession de l'Inde. Donc tous les peuples dans l'histoire se sont déplacés à la fois à la sorte de famine, de guerre ou de volonté de découvrir le monde, et cela ne peut en aucun cas légitimer une possession, une expansion des territoires. Et aux États-Unis, le président Trump domine un pays qui a commis un génocide contre les Indiens d'Amérique. Il en est resté certains qui ont été dans des réserves, qui se sont évidemment révoltés, qui ont combattu parce qu'ils étaient là depuis des millénaires avec leur famille, leur langue, leur occupation. Donc, et on note aussi d'ailleurs que quand il fait des discours, M. Netanyahou ne prononce jamais le mot palestinien, alors que le peuple palestinien existe depuis très longtemps. Moi-même, j'ai un livre de 1868 ou 9 sur la vie domestique en Palestine. Donc, et c'était un vocabulaire employé dès le XIXe siècle. Et donc, de toute façon, qui a des fondements historiques sur la population qui habitait tout ce territoire de Palestine et les environs en Égypte, les environs dans la Jordanie actuelle et en Irak. Et les peuples sont toujours déplacés et ces déplacements ne constituent en aucun cas une légitimation de propriété ou d'expansion coloniale. Merci Bernard Cornu. Monsieur Vernochet, en ce qui concerne alors la normalisation, par exemple, des relations entre certains pays arabes de la région avec Israël, dans ce contexte, si jamais ce projet sera vraiment mis en œuvre par le régime sioniste et avec la coopération et le soutien des États-Unis, est-ce qu'on pourrait toujours parler des relations bilatérales entre les pays arabes et Israël, alors que ce projet est égal à la violation des frontières et aussi des territoires? Alors, ça me paraît difficile qu'il y ait une poursuite ou une consolidation de la normalisation. Pensons que le plus souvent, malgré tout, cette volonté de normalisation ou l'esquisse d'une normalisation est le fait des élites dirigeantes, de la classe dirigeante, et non pas de la population elle-même, de l'opinion, qui est souvent extrêmement hostile à ce genre de politique. En tout état de cause, d'après ce que l'on peut en savoir, il y a déjà un affaiblissement très grand, un fossé qui se creuse. Je rappelle aussi que quand le président Trump s'est déplacé dans le Golfe et en Arabie, je dis volontairement Arabie, non pas Arabie saoudite. Hein. C'est un territoire et ça appartient pas, c'est pas un territoire patrimonial. En soi. Et il n'y avait pas de représentation israélienne. Israël, c'est un sentiment, mais c'est mon sentiment, mais qui s'appuie sur de fortes présomptions, est en train aujourd'hui de s'isoler sur la scène du Proche-Orient. Je ne dis pas là aussi question de terminologie comme vous le faites, terminologie américaine, de parler d'Asie de l'Ouest, non, c'est le Proche-Orient, le Levant, ce qui concerne la Palestine. Et donc, aujourd'hui, cet isolement, on peut parler d'isolement sur la scène internationale d'Israël, me semble bien réel.
Je rappelle que le tribunal pénal international de La Haye songe très fortement à engager des poursuites internationales pour crimes de guerre, génocide, apartheid, surtout pour politique d'apartheid à l'égard de M. Smotrich et Ben Gvir, les deux ministres extrémistes, mais je ne sais pas si le mot extrémiste leur convient, il faudrait trouver un mot plus fort, du gouvernement de M. Netanyahou. Mais M. Netanyahou ne se démarque pas beaucoup de M. Smotrich et Ben Gvir. Tout ça, c'est la même fine équipe. Et donc, à votre avis, Monsieur Vernochet, on pourrait dire que l'influence du lobby sioniste, parce que vous parlez d'un isolement de ce régime, on pourrait parler de la diminution et de la baisse de l'influence du lobby sioniste au sein de l'administration américaine? En tout cas, le lobby est extrêmement présent derrière chaque sénateur et chaque représentant, chaque membre du Congrès. Il y a 4 ou 5 lobbyistes, que ce soit de l'EPAC, de l'Anti-Defamation League ou autres. Il y a des exceptions, mais elles sont rarissimes, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et donc l'influence au niveau politique reste très forte. Mais dans la population, je crois avoir vu des sondages qui montrent qu'une majorité est en train de se constituer. On a beau verrouiller les médias, on a beau mettre un couvercle hermétique, passer en 4 secondes sur les tueries au point de distribution alimentaire, 4 morts, 50 morts, 100 morts, comme si c'était une chose absolument banale. Internet fonctionne. Internet est une forme, peu ou prou, une forme de contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir joue actuellement son rôle. Merci pour vos explications. Restez en ligne, Monsieur Vernochet. Monsieur Cornu, j'aimerais avoir votre point de vue sur l'analyse de Monsieur Vernochet en ce qui concerne cette diminution de l'influence du lobby sioniste, au moins au sein de la population, et l'isolement et le fait que peut-être ce projet restera juste un projet et une idée et ne sera jamais mis en œuvre. Oui, au niveau de la population aux États-Unis, c'est sûr que les sondages montrent que la jeunesse se détourne de plus en plus d'Israël, dans le Parti démocrate aussi, et même chez nombre de républicains, ils se rendent compte maintenant que les comportements extrêmes, fascistes du gouvernement israélien ne sont pas bons à soutenir pour l'Amérique, c'est plus dans son intérêt. Effectivement, c'est encore dans l'intérêt des milieux d'armement qui vendent à tour de bras des armements à Israël, qui soutiennent, disons, l'Égypte et la Jordanie aussi avec des financements pour pouvoir leur vendre des armes. Et donc, c'est une tendance historique que nul ne peut nier. Et j'ajouterais même qu'un ancien ambassadeur israélien à Paris a dit, je l'ai entendu dire, que c'était un comportement suicidaire du gouvernement israélien. Ils sont dans une fuite en avant, sans idée politique ferme, seulement l'idée de se maintenir, et avec ces 2 ministres extrémistes qui sont bientôt être recherchés aussi comme criminels de guerre. Tout ça doit sans doute s'écrouler le plus vite possible. C'est vrai qu'il y aura eu beaucoup trop de morts, beaucoup trop de destruction, et qu'il faudra bien que quelqu'un compense les Palestiniens pour toutes leurs actions de résistance face à l'oppression, à l'occupation qui a trop duré. Et il faudra bien, comme l'ont demandé plus de 200 intellectuels au secrétaire général, qu'il y ait des réactions, et aussi une trentaine, plus de 30 ambassadeurs de France, la plupart arabophones, ont demandé aussi que la France reprenne l'initiative au sein de l'Europe pour faire bouger les Nations Unies au niveau du Conseil de sécurité. Et sans l'avoir dit encore, puisque pour l'instant le seul qui en a parlé, c'est le président irlandais, Higgins, il faudra bien mettre une résolution sous le chapitre 7. Et donc, il est important de la rédiger le plus tôt possible pour qu'elle soit votée à l'unanimité lors de la conférence annuelle des Nations Unies prochainement en septembre. Justement, en ce qui concerne la réaction de l'Union européenne, des pays européens, c'était ma prochaine question à M. Vernochet. On a vu que Emmanuel Macron a dit qu'il entendait reconnaître
la Palestine, l'État palestinien. Il y a aussi des réactions de certains pays européens, comme l'Espagne, le Danemark, etc. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des actions concrètes de la part des pays européens, mais aussi de l'Union européenne vis-à-vis des actes génocidaires et ces projets colonialistes du régime sioniste, M. Vernochet? Alors, la réaction, c'est marchons, marchons en piétinant sur place. Monsieur Macron annonce depuis longtemps qu'il va renaître l'État palestinien. Maintenant, c'est repoussé à la session aux alentours du 20 septembre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce qui a fait d'ailleurs, même monsieur Macron, grand ami d'Israël, a été dénoncé par un rabbin. C'est une vidéo qui court sur la toile en France. Et le rabbin le menace de mort. Il dit qu'il peut préparer son cercueil. Donc, même quand on est un grand ami d'Israël, on finit par se faire piétiner si on ne va pas assez loin dans la soumission. Et je pèse mes mots en disant cela. Donc, l'Europe a formule très populaire, très familière, a le cul entre deux chaises, prise elle aussi entre les opinions, son opinion publique et la réalité de terrain qui devient de plus en plus insupportable. Ceci étant dit, Israël sait très bien qu'il est dans une sorte qu'il se trouve aujourd'hui dans une sorte de goulet d'étranglement, et ce qui me fait craindre qu'il ne puisse essayer de s'échapper par le haut, c'est-à-dire par une provocation majeure qui serait dirigée contre l'Iran. À nouveau, connaissant la logique israélienne, ses ressorts psychologiques, psychodynamiques, c'est à craindre. Là aussi, on est dans le domaine de la supputation, de la supposition, de l'hypothèse et des rumeurs, mais beaucoup voient qu'il pourrait y avoir une sorte de coup de théâtre au cours dans les 15 derniers jours qui nous séparent du mois de septembre, encore une fois, dans le domaine de la surenchère, une provocation. J'espère que non, j'espère que tous ceux qui le supposent se trompent, mais on va vivre 15 jours, je pense, d'un péril suspendu au-dessus de nos têtes, de la communauté internationale, et particulièrement des Palestiniens. Bernard Cornu, en ce qui concerne cette réaction des pays européens, mais également ce que vient de dire M. Vernochet, ce peut être deux pas, deux mesures de l'Europe, de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël. Comment interprétez-vous cette question? Bien sûr, c'est deux poids, deux mesures, puisque, comme je l'ai souvent dit ici, le chapitre 7 a été utilisé contre l'Irak en 91, contre la Libye en 2011, pour de mauvaises raisons d'ailleurs, suite à des manipulations, comme toujours, et aussi contre Daesh en Irak et en Syrie, sans demander d'ailleurs l'avis du gouvernement syrien à l'époque. Donc, tout ceci est grave. L'Europe est une construction politique forcément lente parce que ce n'est pas un empire. Se fait par des traités qui sont difficiles à négocier, pas toujours acceptés par les peuples, évidemment. Et donc, le processus de décision est forcément lent. Donc, je pense qu'il faut surtout encourager nos dirigeants européens à continuer dans la voie qui a été entamée progressivement, durcir le ton, arriver à expliquer à M. Trump tout ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne sait pas. Effectivement, il est peu informé, peut-être même manipulé, peut-être tenu par des chantages discrets. Le personnage nous fait croire que c'est certainement très probable, très facile à faire, mais il faut lui parler, lui expliquer et trouver des voies qui permettent d'avoir une résolution sous chapitre 7, c'est-à-dire contraignante, et qui ne soit pas opposée par un veto américain. Donc, ceci nécessite du travail. Il faut donner des idées à nos gouvernements pour qu'ils avancent courageusement et qu'ils arrivent à entraîner les quelques pays qui sont par chantage aussi, par tradition, par différentes raisons de frustration très anciennes, sans doute datant de la première guerre européenne de 1914-18, qui sont comme la pays comme la Hongrie, qui sont assez frustrés et qui ont de la peine à joindre un pas européen, disons, unifié vers plus de justice, vers plus d'application du droit international tel qu'il est actuellement encore rédigé, mais souvent piétiné, pas appliqué, puisque les États-Unis, pour leur guerre contre l'Irak,
en 2003 n'ont pas été punis. Et donc, ceci a créé un précédent de violation très importante qui fait que tout ceci doit être expliqué par les Américains aux Américains, parce que sinon ils resteront dans l'histoire avec cette tâche indélébile qui a été leur violation du droit international. Et Monsieur Vernochet, comme dernière question, à votre avis, est-ce que ce projet, cette idée lancée par Benjamin Netanyahou du Grand Israël, est aussi peut-être une forme de tentative à détourner l'attention publique de ce qui se passe en ce moment en Palestine occupée et ce génocide et cette famine à la population de Gaza? Non, encore une fois, M. Netanyahou n'a aucun complexe. En hébreu, ça s'appelle la chuspa, il a un culot d'enfer. Et il annonce, enfin, c'est pas véritablement un but. Bernard Cornu a bien souligné, on ne sait pas ce que veulent les Israéliens véritablement. Ils veulent un grand Israël, mais c'est vague. Il faut, quand on fait la guerre, et Israël fait la guerre au peuple palestinien, il faut des buts précis. Alors là, c'est l'épuration ethnique de Gaza, mais enfin, c'est un peu court. Récupérer la totalité de la Cisjordanie, évacuer éventuellement les Palestiniens vers la Jordanie tout court. Les Gazaouis, 800 000, 1 million sont déjà prévus d'être transférés au Soudan Sud. Je ne sais pas si ça se fera, parce que entre les souhaits, les désirs et ce qui est faisable, réalisable et même opportun, à savoir si c'est véritablement opportun, si c'est la bonne solution, on a l'impression que ce gouvernement israélien part dans tous les sens, comme on disait autrefois aux petits-enfants chez nous, qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre. Mais en tout cas, ils peuvent faire des dégâts. Et nous ne sommes pas aujourd'hui au bout de nos peines. Je pense que s'il y avait de véritables conversations entre M. Poutine et M. Trump, ces deux hommes, outre de régler la question de l'Arctique, de la circulation autour de l'Arctique du pôle Nord, et devraient retirer ce gros caillou, ce caillou pointu qui est dans la chaussure encore une fois, de la communauté internationale, mais là élargie, hein, aussi bien occidentale que le sud global, et qui s'appelle l'État d'Israël, qui est une épine. Il ne s'agit pas, évidemment, d'effacer Israël de la carte du temps, comme le voulait le président Ahmadinejad, mais qui n'avait jamais parlé, il faut bien le repréciser, il n'avait jamais parlé en disant, je vois Bernard Cornu qui agite le doigt, il n'avait jamais parlé de jeter le peuple hébreu, les Juifs à la mer. Il voulait effacer l'entité sioniste en tant que tel. Le régime. Oui, ben, le régime, c'est ce que je suis en train de dire, Bernard. Et donc, il faudrait que cette idée soit reprise par la communauté internationale, c'est-à-dire un changement, rebattre les cartes et faire toute sa place et sa place légitime au peuple palestinien. C'est ce que voulait aussi Arafat. Il l'avait proposé dans un grand État unique, un État pour deux peuples, une nation pour deux peuples. On ne voit pas pourquoi ça serait impossible. Merci infiniment. Merci alors pour cette émission. On était en ligne avec Jean-Michel Vernochet, géopolitologue, essayiste et journaliste. Également Bernard Cornu, géopolitologue. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt.